Commençons par le Venezuela. Très bien, il semble que Trump se soit attiré des ennuis avec tout ce projet concernant le Venezuela, car les dirigeants des compagnies pétrolières ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas très intéressés à le faire. N'est-ce pas? Alors, que va-t-il faire? Je veux dire, il s'est créé ce problème tout seul. Absolument. Il va passer à la crise suivante aussi vite qu'il le pourra. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si tu as regardé, mais nous avons fait une émission lundi avec Robert Barnes, un avocat américain. D'après lui et d'après eux, Trump a fondé toute sa politique sur le Venezuela sur les conseils d'une seule personne, Paul Singer, un milliardaire américain qui rachète beaucoup de dettes, un investisseur de fonds vautours. Il a donc racheté une grande partie de la dette vénézuélienne qu'il veut maintenant encaisser. Et il dit à Trump, « Eh bien, débarrassons-nous de cet homme, Maduro. C'est moi, ton financeur. » Je devrais dire qu'il fait beaucoup de dons à Trump et qu'ils sont amis. Et il pourrait te dire, tu sais, pourquoi ne pas prendre le contrôle du Venezuela? Nous pouvons régler la question du pétrole. Tout peut être fait très vite. Très rapidement, nous pouvons relancer la production et tu gagneras de l'argent, je gagnerai de l'argent, les États-Unis gagneront de l'argent et tout ira bien. C'était lui l'expert, même s'il n'a aucune expérience dans l'industrie pétrolière et n'y connaît absolument rien. C'était la personne que Trump écoutait. Et puis bien sûr, les vrais experts, les dirigeants de l'industrie pétrolière, sont arrivés et ont dit à Trump, le Venezuela n'est pas un pays dans lequel on peut investir. Un ami à moi qui a des contacts, qui travaille en réalité à la périphérie de la communauté du renseignement américaine. Il n'est pas sur la liste de paie, mais il fait des missions pour eux. M'a dit très clairement, si l'industrie pétrolière du Venezuela pouvait être développée de la manière dont Trump pense qu'elle peut l'être, les Chinois l'auraient fait depuis longtemps. Je veux dire, ils étaient là. Ils ont toutes les ressources et toutes les compétences. Ils l'auraient fait. Nous ne serions pas dans cette situation où la production au Venezuela s'est effondrée. Il est très très difficile de produire du pétrole au Venezuela, même dans les meilleures périodes. Et nous ne sommes pas dans les meilleures périodes. Non. Ce qui est intéressant, c'est que Trump lui-même a dit, après que tout cela se soit passé, qu'il était à bord d'Air Force One, entouré de nombreuses personnes qui lui posaient toutes sortes de questions. Il était de très bonne humeur parce qu'il pensait avoir remporté une victoire. Et il a dit, j'ai parlé aux dirigeants des compagnies pétrolières avant et après. Donc, avant, pour moi, ça veut dire qu'il leur a parlé, mais peut-être pas. Peut-être qu'il ne les a pas écoutés, je suppose. Voici ma question. Par le passé, avant qu'il ne s'en prenne à Maduro, celui-ci était disposé à ouvrir le marché pétrolier aux dirigeants et aux compagnies pétrolières américaines. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Delcy Rodriguez, l'actuelle, me semble vouloir d'abord la libération de Maduro. Donc je n'entends aucune promesse de sa part pour le moment, n'est-ce pas? Il n'y a absolument aucune promesse. J'ai examiné ce que disent les Vénézuéliens. Ils affirment très clairement que si les États-Unis veulent leur acheter du pétrole, ils sont tout à fait disposés à le vendre. Ils l'ont toujours été. Ils l'étaient à l'époque d'Hugo Chavez, lorsqu'il vendait régulièrement et de manière routinière du pétrole aux États-Unis. Ils l'étaient aussi sous Nicolás Maduro. Ce sont les Américains qui ont cessé d'acheter leur pétrole, non les Vénézuéliens qui ont cessé d'en vendre. Et ils sont tout à fait prêts à en vendre aux Américains aujourd'hui, à condition qu'il s'agisse d'un contrat commercial, ouvert, libre et correctement négocié à un prix de marché. Or, ce n'est pas du tout ce que Trump a en tête. Mais c'est ce que disent les Vénézuéliens, et c'est aussi ce que dit le gouvernement vénézuélien.
Je ne pense pas qu'il y ait la moindre raison de supposer que cela va changer. Bien sûr, ce n'est pas du tout ce à quoi Trump s'attend. Il veut en réalité diriger le Venezuela. Il veut reléguer Delcy Rodriguez à une sorte de vice-reine, ou même pas en fait. Vous savez, la mettre dans la même position que celle à laquelle les Britanniques avaient réduit les Maharajas en Inde, où ils faisaient exactement ce que les Britanniques leur disaient de faire. C'est ainsi qu'il voit les choses. Je veux dire, c'est une logique impériale pure et simple. Il veut que les Vénézuéliens donnent tout leur pétrole aux États-Unis. Pas le vendre, simplement le donner aux États-Unis. Les États-Unis vendront ensuite le pétrole aux clients qu'ils pourront trouver. Puis Trump, par pure bonté et générosité, partagera une partie des recettes, la part qu'il jugera équitable, avec les Vénézuéliens. Voilà sa conception du fonctionnement de cette relation, une forme d'impérialisme des plus grotesques. Mais c'est ainsi qu'il s'attend à ce que cela se passe. Cela ne se passera pas ainsi. Cela ne peut pas se passer ainsi. En fait, cela provoquera inévitablement d'énormes problèmes au Venezuela s'ils persistent, car cela signifie que les Vénézuéliens ne peuvent pas vendre leur propre pétrole. Et déjà, les problèmes d'inflation au Venezuela semblent s'aggraver. C'est donc un problème, une raison pour laquelle cela ne fonctionnera pas. Mais en plus, qui sain d'esprit serait prêt à acheter ce pétrole, pour commencer? Je veux dire, c'est le pétrole du Venezuela que les États-Unis volent. Ce n'est pas comme s'il y avait une pénurie de pétrole sur les marchés. Les gens vont donc être extrêmement méfiants à l'idée d'acheter du pétrole volé de cette manière par les États-Unis, même s'ils sont amis avec eux. Je veux dire, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où un jour, quelqu'un du Venezuela ou quelqu'un ayant des contrats avec le Venezuela, la Chine par exemple, viendrait dire « Attendez, ce n'est pas le pétrole de l'Amérique à vendre, ni le vôtre à acheter. » C'est notre pétrole. Si nous étions la Chine, nous aurions de grands contrats pour le pétrole du Venezuela. L'Inde aussi d'ailleurs. Nous pouvons tout à fait engager des actions en justice pour récupérer ce pétrole ou pour obtenir les bénéfices du commerce pétrolier auquel vous participez. Les gens vont donc éviter cela de très près. Ils n'iront pas là-bas. Et je suis sûr que les entreprises américaines, prudentes à l'idée d'aller au Venezuela et réticentes à y investir des milliards, des centaines de milliards, connaissent bien tous les problèmes liés à l'exploitation des champs pétrolifères vénézuéliens. Mais elles connaissent aussi très bien tous les problèmes juridiques. C'est un bon point. Je pense par exemple à l'OPEP, n'est-ce pas? Si j'étais une compagnie pétrolière américaine, je n'aimerais pas faire des choses qui rendent l'OPEP très mécontente. Je suis sûre que ce que fait Trump, même s'ils ne le disent pas ouvertement, ne rendra aucun membre de l'OPEP particulièrement heureux, n'est-ce pas? Et si vous êtes la compagnie pétrolière impliquée là-dedans, je ne pense pas que ce soit une bonne idée à ce stade. Tu ne crois pas? Je veux dire, ExxonMobil, Chevron, ce sont des entreprises vieilles de 150 ans. Elles doivent penser au-delà de 2028, non? Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Ils ne voudront pas faire ça. Si on parle des producteurs de pétrole du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, ils vendent du pétrole à la Chine. Ils ne voudront pas avoir de problème avec la Chine, ni même avec l'Inde. Eux aussi vendent du pétrole. Mais voler du pétrole, c'est ce qu'ils feraient en aidant, d'une manière ou d'une autre, à la vente ou au vol de pétrole du Venezuela, qui est bien sûr aussi un pays de l'OPEP. Et les compagnies pétrolières qui doivent traiter chaque jour avec ces pays vont être extrêmement prudentes. Bien sûr, tout cela n'a jamais été réfléchi. Trump ne pense jamais au-delà de demain, ou d'aujourd'hui, ou de la prochaine heure, ou de la prochaine minute. Il ne s'est donc jamais assis pour réfléchir sérieusement à tout cela.
Et puis l'affaire contre Maduro, il ne me semble pas qu'elle soit très solide. Parce que tu as mentionné que cette soi-disant organisation dont il serait le chef, une organisation de narcotrafiquants, n'existe même pas. C'est pourtant l'accusation la plus grave, non? Et celle-là s'effondre. Je ne sais pas pour les autres crimes qu'il aurait soi-disant commis, comme le blanchiment d'argent ou l'aide illégale à la fourniture d'armes. Enfin, je ne suis pas sûre qu'aucune de ces affaires soit vraiment solide contre Maduro. Eh bien, je peux dire ceci. Quand j'ai regardé l'acte d'accusation, je me suis dit, c'est tout? Je veux dire, on aurait dit quelque chose qu'un étudiant en droit de 20 ans aurait pu écrire. Un mauvais étudiant en droit de 20 ans, devrais-je préciser. C'est tellement mince au point d'en devenir absurde. Nous avons parlé à Robert Barnes, qui, souvenez-vous, est un avocat aux États-Unis, un très bon, quelqu'un qui a plaidé devant la Cour suprême. Il est allé bien plus loin que moi, ou que vous. Il a dit que cet acte d'accusation ne tiendrait pas, qu'il y a une réelle possibilité que le tribunal le rejette. Je veux dire, il pourrait même estimer qu'il n'y a pas assez d'éléments pour porter l'affaire devant un tribunal. Et d'ailleurs, tu as tout à fait raison d'évoquer le soi-disant cartel des soleils que Maduro était censé diriger. Je veux dire, nous avons Marco Rubio, qui est lui-même avocat, affirmant qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un enlèvement, d'un kidnapping ou d'un acte de guerre, mais d'une arrestation effectuée sur la base d'un mandat d'arrêt. Et tu sais, ils ont arrêté Maduro et tué toutes sortes de gens. Tu te souviens de tous ces bateaux qu'il faisait exploser et des gens qu'il tuait. Tout cela sur le principe que Maduro était ce chef criminel, ce chef de gang, le dirigeant de ce cartel, le cartel des soleils. Et puis, au moment même où il est arrêté, ils disent « Eh bien, en fait, tu sais, ça n'existe même pas. Ça n'a jamais existé. » Donc, je dois dire que j'ai trouvé ça, j'étais absolument stupéfait. C'était tellement étrange. Tu montes toute cette histoire pendant des semaines, tu fais toutes ces choses terribles pendant des semaines, et puis une fois que tu as ton homme, tu laisses tout tomber. Tu abandonnes, en d'autres termes, ce qui est le cœur de ton dossier criminel initial. Parce que soyons clairs, l'affaire criminelle qu'il prétendait, c'était qu'il était le chef de ce grand cartel de cocaïne, le cartel des soleils. Je n'y ai jamais cru. Tu n'y as pas cru. La plupart des gens n'y ont pas cru, mais ils ont tout abandonné presque instantanément. Je veux dire, ça te fait paraître complètement ridicule. C'est vrai. Ce sera donc intéressant s'il rejette simplement l'affaire. Que va-t-il faire? Eh bien, en effet, que va-t-il faire? Le renvoyer au Venezuela? Oui. S'excuser? Bien sûr que non. Non. Je veux dire, c'est là qu'on revient à la nature méprisable de toute cette entreprise. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, et Trump bien sûr, mais pas seulement Trump, il y a tout un groupe derrière cela. Ils ont désormais mêlé le droit et la politique, la géopolitique et le droit pénal. Ils les ont complètement entremêlés. Et ils ne peuvent pas simplement laisser Maduro repartir indéfiniment. Je veux dire, c'est impossible. La politique rend cela impossible. D'une manière ou d'une autre, le processus judiciaire va devenir profondément contaminé et corrompu par des objectifs manifestement politiques. J'ai d'ailleurs qualifié cela de procès spectacle, du genre de ceux que l'Union soviétique organisait dans les années 1930, ce qui n'est jamais arrivé en Chine. Pour être clair, cela n'a jamais eu lieu à aucun moment en Chine. On peut critiquer bien des choses, mais jamais, depuis 1949, ils n'ont fait quoi que ce soit de semblable. Eh bien, les États-Unis sont sur le point de le faire, car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'autre chose que Trump a faite, c'est de se retirer de 66 organisations internationales, dont beaucoup
avait été créé par les États-Unis ou dont les États-Unis étaient l'un des membres fondateurs? Est-ce qu'il essaie de... Enfin, on en a déjà parlé. En gros, il est en train de détruire tout le système mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Il est littéralement en train d'écraser tout ça, de tout faire exploser. Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ce point, d'ailleurs, car c'est un système que les Américains eux-mêmes ont largement créé. Ce sont eux qui ont proposé la création des Nations Unies, qui ont rédigé en grande partie la charte de l'ONU et qui ont mis en place la plupart de ces institutions internationales. Tout cet ensemble et ce système de droit international sont le fruit du travail de juristes américains d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'étaient de très grands juristes. Il faut leur en reconnaître le mérite. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le pays qui a créé ce système et dont les idées ont inspiré ce système est en train de le démanteler de fond en comble. Et les défenseurs de ce système sont avant tout la Chine. La Chine est aujourd'hui le grand leader de la défense du droit international et bien sûr la Russie. Oui, oui. Donc maintenant, on revient à avant la Première Guerre mondiale, une sorte de système de jungle à nouveau. Je pense que ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est une véritable jungle. C'est à certains égards quelque chose d'un peu plus sinistre. Ce vers quoi nous revenons, c'est un hégémonisme et un impérialisme du 19e siècle, tout simplement. C'est exactement cela. Le langage qui émane aujourd'hui de Washington est très proche de celui que tenaient, disons, les Britanniques et les Français au 19e siècle, alors même qu'ils parcouraient le monde pour créer leurs empires coloniaux, soumettre des nations, les envahir, renverser leur gouvernement, établir leurs empires, incendier le palais d'été à Pékin et accomplir toutes ces choses. Voilà pour le front international. Mais même sur le plan intérieur, son ministère de la Justice enquête sur Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. Cette affaire me laisse vraiment perplexe, car Jerome Powell, en tant que président, doit partir en mai. Quel que soit le problème, pourquoi doit-il faire cela maintenant? Pourquoi ne pas attendre que Jerome Powell parte en mai? Eh bien, tout à fait. Absolument. Parce que vous savez, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il y a, à mon avis, un dossier. Je ne dis pas que Jerome Powell est coupable, que ce soit bien clair, mais il y a un dossier. Mais attendez que l'homme parte. Ne le gâchez pas en le soulevant maintenant. Il part en mai, comme vous l'avez justement dit. Ce n'est pas seulement ouvertement politique, c'est ouvertement vindicatif. C'est exactement cela. Encore une fois, c'est un abus de la loi et du processus judiciaire. Eh bien, qu'essaie-t-il d'accomplir? Je veux dire, tout d'abord, je ne suis même pas sûre que l'affaire, quelle qu'elle soit, puisse être menée à bien d'ici mai. Et d'ici mai, Jerome Powell aura quitté son poste de président. Il continuera à la poursuivre juste pour que Jerome Powell se retrouve dans de gros ennuis juridiques. Donc c'est une vendetta personnelle, il s'en prend à son ennemi. D'accord. Oui, je veux dire, c'est une vendetta personnelle. Il suffit d'écouter la façon dont Trump parle ces derniers temps. Il commence à ressembler de plus en plus à Al Capone. Il a ce genre de langage de gangster en permanence. Et je dois dire que beaucoup de ses actions reflètent de plus en plus cela. Pour être franc, ce qui s'est passé avec Maduro a aussi quelque chose d'un règlement de compte mafieux. Et cette attaque contre Jerome Powell, c'est la même chose. Comme je l'ai dit, il y a peut-être un argument à faire valoir, mais le présenter de cette manière remet toute l'opération en question. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Trump le fait simplement parce qu'il ne supporte pas, en fait, il déteste profondément Jerome Powell. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose derrière. Et vous savez, les gangsters sont comme ça. Ils croient aussi, peut-être à juste titre,
qu'en agissant ainsi, ils terroriseront tout leur entourage. Oui. Une chose à laquelle je pensais, puisque la Cour suprême n'a pas encore statué sur l'affaire des tarifs, je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Ils devaient rendre une décision avant Noël, si j'ai bien compris. Mais ils ne cessent de reporter. Disons qu'ils rendent une décision aujourd'hui ou demain. Apparemment, ils ont une autre réunion cette fois-ci. Alors, est-il possible qu'il y ait une sorte de message adressé au juge de la Cour suprême? Du genre, si vous ne faites pas les choses à ma manière, je peux trouver des moyens de vous harceler ou quelque chose comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans. Je pense que c'est tout à fait le cas. Je veux dire, cela serait parfaitement cohérent avec tout ce que nous voyons en ce moment. D'ailleurs, c'est profondément ironique, car bien sûr, l'une des personnes qui pouvait légitimement affirmer avoir été la cible d'abus de la part des procureurs, c'était Donald J. Trump. Nous avons vu toutes ces affaires, franchement fragiles, intentées contre lui par le ministère de la Justice de Biden et par diverses personnes à New York. Maintenant, il riposte en faisant la même chose, sauf qu'il le fait d'une manière encore plus sinistre, dans le cadre d'un schéma bien établi. Donc oui, je pense absolument que votre théorie, selon laquelle cela vise à intimider les juges de la Cour suprême, est très probablement vraie. Je pense aussi qu'il est frustré par la dette, tu sais, la dette nationale des États-Unis. Maintenant, il a blâmé Jerome Powell pour les taux d'intérêt, mais c'est pas vraiment comme ça que fonctionne la Fed, n'est-ce pas? Il devrait le savoir. Mais c'est un vrai problème. La dette s'élève actuellement à 38,3 billions de dollars. Ce qui est inquiétant, c'est que pour passer de 36 à 37 billions, il a fallu environ 9 mois pour augmenter d'1 billion. Mais ensuite, de 37 à 38, il n'a fallu que 72 jours, moins de 2 mois et demi. Tu vois, ça s'accélère, non? L'augmentation de la dette s'accélère. Je pense qu'il doit se sentir presque paniqué, mais qu'il ne sait pas quoi faire. Alors il déverse toute sa colère sur Jerome Powell. C'est une analyse très très pertinente, et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Vous savez, il y a une expression célèbre, je crois qu'elle est d'origine russe, qui dit que nous détestons ceux à qui nous avons fait du tort. Donc vous voyez, il déteste déjà Jerome Powell. Et bien sûr, il le rend maintenant responsable de tout ce qui va mal. Lorsqu'il y aura une crise sur les marchés de la dette, il dira que tout est la faute de Jerome Powell. Ce criminel sinistre, qui aurait d'une manière ou d'une autre trouvé sa place à la Cour suprême et n'aurait pas fait exactement ce que Donald Trump voulait. La question de la dette est immense. Elle devrait être le sujet principal de discussion aux États-Unis. Je veux dire, gardez à l'esprit. Vous vous souvenez comment, à l'époque de Biden, les Américains se présentaient de temps en temps chaque fois qu'ils avaient besoin que les Chinois achètent des bons du Trésor. Ils allaient en Chine pour les convaincre d'en acheter. Et les Chinois le faisaient parfois, la plupart du temps, en fait. Eh bien, maintenant qu'une guerre économique est en cours entre les États-Unis et la Chine, les Chinois ne vont pas le faire. Les États-Unis accumulent sans cesse de la dette. Et bien sûr, la grande relance manufacturière et industrielle dont Trump parlait ne se concrétise pas, pour toutes sortes de raisons parfaitement évidentes. Et si vous ne produisez rien, que votre dette explose et que votre principal créancier perd patience, alors évidemment, vous avez toutes les raisons d'être inquiet. Oui, j'ai juste l'impression qu'il est frustré, non? Il est en fonction depuis presque 1 an et il n'a pratiquement rien accompli. Tout ce qu'il a essayé, comme la guerre des tarifs, enfin, il a bien perçu quelques droits de douane, mais c'est loin d'être suffisant pour couvrir quoi que ce soit. Et s'il perd le procès, il pourrait même devoir les rembourser.
Eh bien, en effet, absolument. Et bien sûr, il va aggraver la situation, car l'année prochaine, il veut augmenter le budget de la défense d'un tiers. Tout cela concerne la Chine. Robert Barnes dit que c'est une façon de stimuler la partie industrielle de l'économie, mais je pense que c'est surtout lié à la Chine. Et bien sûr, c'est la pire chose à faire à ce stade de l'histoire économique des États-Unis, car il y a les droits de douane, et ces droits de douane, sous une forme ou une autre, vont rester. Nous ne reviendrons pas, quoi que décide la Cour suprême, au monde d'avant Trump. Et quand je parle du monde d'avant Trump, je veux dire celui d'avant 2017, où les échanges de biens étaient libres. Il y aura donc des obstacles à l'entrée des marchandises aux États-Unis. En revanche, l'activité industrielle qui subsiste sera de plus en plus orientée vers la production militaire, car il sera bien plus rentable pour les entreprises industrielles de construire des navires de guerre, des faisceaux laser, des armes à faisceaux de particules et tout ce genre de choses. Elles préféreront donc s'y consacrer plutôt que de se concentrer sur les biens de consommation courante, car l'un est plus lucratif que l'autre. Il y aura donc moins d'importations de biens et une production réduite de biens de consommation aux États-Unis par rapport à ce qu'elle aurait été autrement. Et bien sûr, cela entraînera inévitablement une inflation plus élevée. En somme, une chose découle naturellement de l'autre. Cela provoquera une nouvelle hausse de la dette et du coût de la vie qui pèse déjà sur les Américains. En parlant de vendetta personnelle, Tom semble avoir beaucoup de problèmes avec l'État du Minnesota, non? Juste après le Nouvel An, il y a eu ce scandale de corruption dans les crèches. Mais plus j'y regarde de près, moins je suis convaincue qu'il s'agisse d'une énorme affaire de corruption. Je suis sûre qu'il y a eu quelque chose d'irrégulier, probablement quelque chose de louche, mais je doute fort que ce soit un scandale d'une telle ampleur. Tu remarques qu'on n'en parle plus? Pendant un moment, tout le monde s'y est mis, non? Vance s'y est mis, Elon Musk aussi, mais on n'en parle plus. Et puis après ça, il y a eu cette fusillade d'Isil, une femme innocente. Je veux dire, je suis sûre que tu as vu la vidéo. Pour moi, c'est assez clair. Mais Trump et son administration, ils semblent nier le fait qu'elle était une femme innocente, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ce qu'ils font. Je veux dire, ils salissent la victime au lieu de mener une véritable enquête, de tenir pour responsables les personnes qui ont fait cela, celles sur le terrain, de reconnaître qu'il s'agit d'une tragédie, de montrer un minimum de remords ou de chagrin. Je veux dire, ils s'enferment dans leur position, continuent à dire à tout le monde qu'ils avaient parfaitement raison d'agir ainsi, qu'ils n'ont rien à regretter, et se montrent vraiment, vraiment odieux envers cette personne. Nous avons parlé plus tôt du fait que l'administration commence à ressembler à une opération mafieuse. Eh bien, c'est exactement ainsi que fonctionnent les gangsters. Vous savez, des gens se font tuer dans les échanges de tirs. C'est leur attitude. Et alors, cela fait partie du travail. C'est presque le ton qu'ils adoptent. Oui, et je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait qu'ils détestent vraiment Walz, tu sais, le gouverneur. Encore une fois, Walz ne va pas se représenter, donc il partira bientôt lui aussi. Mais Trump semble être du genre à ne jamais lâcher une idée une fois qu'il s'est fait une opinion sur quelqu'un. Oui, cela a apparemment toujours été une caractéristique de Trump tout au long de sa carrière politique et professionnelle. Je veux dire, il est très vindicatif et ne laisse jamais tomber ses rancunes. Si vous vous retrouvez de son mauvais côté, il n'y a jamais de retour possible. C'est très corrosif et très néfaste. Un président des États-Unis ne devrait absolument pas tomber dans ce travers. Je veux dire, il n'a aucun droit de se laisser aller à ses animosités personnelles de cette manière.
Oui, et puis beaucoup de gens disent qu'il fait tout ça pour détourner l'attention de ce qui se passe avec les dossiers Epstein, ce qui, je pense, contient une part de vérité. Mais je doute fort qu'il puisse réussir. Les gens n'ont pas oublié les dossiers Epstein, cela reviendra sans cesse le hanter. Ils ont manqué une autre échéance, celle du 3 janvier. Ils étaient censés envoyer un rapport à, je crois, la Chambre et au Sénat, probablement pour expliquer ce qu'ils ont fait. Ils devaient tout publier le 19 décembre, mais ils n'en ont publié qu'environ 1%. Et c'est plein de caviardage. Le rapport est censé expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ils ont eu besoin de caviarder tout ce matériel. Ils n'ont rien fait de tout cela. À ce stade, ils ont complètement ignoré le Congrès, non? Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, vous avez parfaitement raison de dire que les gens ne l'oublient pas. Chaque jour, sur nos fiches de discussion, de nombreux commentaires, que nous savons bien ne pas pouvoir être publiés, apparaissent disant, vous savez, que Trump fait ceci ou cela pour détourner l'attention d'Epstein. Les gens en sont parfaitement conscients. Ils en parlent tout le temps. Et il y a eu cet incident où il a affronté cet ouvrier d'usine qui l'a maltraité, l'a insulté en face. Et, vous savez, il a fait un geste horrible de la main en réponse. Je veux dire, cela le poursuit sans arrêt. Et c'est épuisant. Cela mine sa crédibilité jour après jour. Et le fait qu'il cherche constamment à gagner du temps, qu'il soit si lent à fournir ses preuves après avoir promis de le faire, tout cela est désastreux. Il y a aussi une théorie que je trouve intéressante. Je ne suis pas sûre qu'elle soit vraie, mais je pense qu'elle mérite d'être discutée. De toute évidence, il fait toutes sortes de choses à notre avis, folles. Mais étant donné que Trump n'est pas un imbécile, qu'il peut être très intelligent à bien des égards et rusé, comme tu l'as dit, est-il possible qu'avec tous ces problèmes, les dossiers Epstein, les questions de dette et maintenant, bien sûr, le fiasco Maduro, tout cela, à ses yeux, une guerre serait peut-être la solution à tout. Et s'il ne peut pas déclencher une vraie guerre à l'extérieur des États-Unis, peut-être qu'une guerre civile lui conviendrait aussi. Est-ce possible? Eh bien, c'est certainement possible. Je veux dire, ce ne serait pas unique dans l'histoire. Il y a eu de nombreux cas où des choses de ce genre se sont produites, où des dirigeants confrontés à des problèmes intérieurs décident que le moment est venu de détourner l'attention en déclenchant une guerre ailleurs. Il existe d'ailleurs une opinion très répandue selon laquelle Hitler a fait exactement cela. Que la raison pour laquelle il a décidé qu'il lui fallait une guerre à l'été 1939 était précisément qu'il savait que l'économie allemande était hors de contrôle et qu'à moins d'une guerre, il y aurait un effondrement massif qui l'aurait probablement renversé. Donc vous voyez, il a probablement agi ainsi. Je dis probablement, nous n'en avons pas la certitude. Mais il existe une opinion très sérieuse et largement partagée parmi les historiens, selon laquelle cela a probablement constitué un élément essentiel de sa motivation. Les guerres extérieures, vous savez, les guerres étrangères, mais certaines personnes pensent qu'il ne verrait peut-être même pas d'inconvénient à une guerre civile, vous savez, à l'intérieur des États-Unis. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a autre chose à dire ici, à savoir que malheureusement, beaucoup de gens aux États-Unis cherchent eux aussi la confrontation. C'est donc une situation très explosive, et je pense que Trump en est probablement influencé lui aussi, dans une certaine mesure. Oui, et parce que fondamentalement, comme tu l'as dit à propos de l'Occident en général, beaucoup de gens pensent que la façon de résoudre les problèmes, c'est par la violence, ou tu sais, par un affrontement. Oui, absolument. Ils n'ont pas cette profondeur historique que possède la Chine. Ce qui est extraordinaire avec la Chine, c'est qu'ils ont compris que c'était une erreur à l'époque des royaumes combattants.
Si l'on lit la philosophie de cette période, on peut le voir. Et cela s'est ancré profondément dans la culture, la pensée, la théorie politique et la philosophie chinoise depuis lors. Cette mémoire et ce savoir historique n'ont jamais été perdus. Nous n'avons jamais atteint ce nouvel. Les aimants en terre rare. Donc le G7 se réunit et essaie de trouver une solution. Il propose un prix plancher pour les aimants en terre rare, ce qui me fait immédiatement penser au plafonnement du prix du pétrole. D'accord, que font-ils? Pensent-ils vraiment pouvoir contrôler le prix des terres rares? Absolument. Eh bien, voyez-vous, c'est là tout le problème. Ils le sont probablement. Le genre de personnes dont nous parlons sont des gens qui n'ont aucune expérience, je ne saurais trop insister là-dessus, aucune expérience du tout du processus de production. Je veux dire, c'est tout simplement pas quelque chose dans lequel ils n'ont jamais été impliqués, ni dans les chaînes d'approvisionnement et la complexité de ces chaînes, ni dans quoi que ce soit de ce genre. C'est pourquoi toutes les tentatives d'augmenter la production de quoi que ce soit aux États-Unis, et d'ailleurs en Europe, ont été si infructueuses. Mais ils connaissent très bien les marchés financiers. Et ils savent que les marchés financiers peuvent, dans une large mesure, être contrôlés, et qu'on peut y manipuler les prix à son avantage. Et ils pensent pouvoir faire la même chose. Et bien sûr, ils en sont absolument convaincus. Je veux dire, ils se trompent de façon risible. J'ai juste l'impression qu'ils se concentrent toujours tellement sur l'autre camp plutôt que sur eux-mêmes, non? Donc, si ton problème, c'est d'avoir un approvisionnement stable en terres rares, eh bien tu n'as rien à faire ni à dire qui puisse contrarier la Chine. Voilà, non? Ce n'est pas la solution de facilité, ça. Voilà que la personne chinoise parle à nouveau. C'est la personne chinoise qui parle. Absolument. Vous adoptez le point de vue pragmatique et réaliste. Vous dites, eh bien, pour le moment du moins, les Chinois savent faire cela. Ils ont l'avantage comparatif. Et cet avantage va durer très longtemps, au moins 10 ans, peut-être 20. Vous savez, les Chinois n'ont jamais, jusqu'à présent, abusé de cette idée, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Je veux dire, il n'y a jamais eu de problème par le passé pour que l'Occident se procure des terres rares. Alors, pourquoi chercher la confrontation? Pourquoi faire cela? D'ailleurs, on pourrait dire la même chose des Russes. Je veux dire, si vous êtes l'Europe, vous importez votre gaz de Russie. Il ne s'agit pas de s'énerver à propos de cette dangereuse dépendance envers les Russes. Dites-vous plutôt que cela vous donne un avantage comparatif. Cela rend vos industries compétitives, car le gaz est bon marché. Donc, la meilleure chose à faire est de valoriser cette relation et de la renforcer. De plus, avant 2022, les Russes n'avaient jamais donné le moindre signe ou indication qu'ils allaient l'utiliser à des fins politiques, et ils n'en avaient jamais abusé d'aucune manière particulière. Mais bien sûr, en Occident, nous ne pensons pas ainsi. Nous nous disons qu'il ne faut pas les laisser nous contrôler ni avoir une influence sur nous, même si en réalité, toute cette question d'influence est un concept purement occidental. Je veux dire, nous en avons parlé de nombreuses fois. La Chine parle de situation gagnant-gagnant, pas de rapport de force. C'est une vision et une manière de penser complètement différentes. Mais tu sais, nous raisonnons toujours en termes de levier. Alors nous disons, eh bien, les Chinois ont un certain levier sur nous à propos des terres rares, donc nous devons trouver un moyen de riposter. Nous contrôlons les prix, nous cherchons querelle, et puis, horreur absolue, nous découvrons soudain qu'ils deviennent moins enclins à nous fournir en terres rares. Et tu sais, tout cela devient circulaire et auto-entretenu, et cela ne résout pas le problème. La Chine n'a jamais cherché à empêcher un pays occidental de développer des capacités de raffinage pour les terres rares.
Ce n'est pas la faute de la Chine si les États-Unis, le Canada ou les Européens ne l'ont pas fait. La Chine ne leur a pas dit « Arrêtez d'affiner les terres rares pour que nous soyons les seuls à pouvoir le faire ». Ils ont simplement travaillé dur pour y parvenir et pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires. Donc, si vous êtes mécontent du fait que seule la Chine puisse le faire, très bien. Entretenez de bonnes relations avec la Chine. Importez leurs terres rares. Développez votre propre industrie de raffinage des terres rares. Mettez-y de l'argent. Investissez pendant 20 ans et vous y arriverez. Mais il n'est pas nécessaire de chercher querelle aux Chinois entre-temps. Pourtant, aucun occidental ne raisonne ainsi, car nous pensons toujours en termes de levier, d'avantages comparatifs et de pouvoir. C'est ainsi que nous voyons le monde. Mais peuvent-ils réfléchir un peu plus à long terme, avoir une vision plus large? Parce que, disons le pétrole ou le gaz, d'accord, ils ne veulent pas dépendre du gaz russe, mais en même temps, l'Europe n'a pas assez de gaz naturel elle-même. Elle devra dépendre de quelqu'un d'autre, par exemple des États-Unis, ce qui est bien plus cher. Et puis-je le dire, les États-Unis ne sont pas si fiables non plus. Maintenant, les États-Unis veulent obtenir le Groenland, manifestement très hostile envers les Européens. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils peuvent être totalement indépendants, n'est-ce pas? Ils doivent dépendre de quelqu'un. Tu as tout à fait raison. Je veux dire, l'industrie d'exportation de gaz naturel de la Russie vers l'Europe a commencé dans les années 1960 et elle est restée fluide et stable pendant toute cette période. L'Europe est passée entièrement au gaz américain au cours des 4 dernières années et on voit déjà ce qui se passe. Les Américains s'en prennent au Groenland et formulent toutes sortes d'exigences concernant la politique énergétique européenne. Toutes sortes de politiques. Ils se comportent exactement comme les Russes étaient censés le faire, mais ne l'ont jamais fait. Maintenant, je pense que dépendre excessivement d'une seule forme d'énergie est toujours une mauvaise idée. Je veux dire, en mettant de côté ce que les Russes pouvaient avoir en tête, on peut se demander, eh bien vous savez, nous n'avons qu'un seul fournisseur. Est-ce vraiment une situation saine? Ou bien nous avons un fournisseur trop dominant? Et s'il y avait une crise politique là-bas, comme cela s'est déjà produit par le passé? Et s'il commençait à manquer de gaz, comme cela pourrait arriver? Pourquoi ne pas développer d'autres formes d'énergie? L'énergie nucléaire, l'électricité, toutes ces choses-là? Absolument. Les Russes n'ont jamais essayé de vous en empêcher. Alors, pourquoi ne pas simplement le faire? Pourquoi, encore une fois, chercher la querelle et provoquer des affrontements? Et comme vous le dites tout à fait justement, on ne se pose jamais la question de ce qui se passera le lendemain. Le gaz n'est plus là, et vous découvrez que vos usines ferment, que vos concitoyens se retrouvent sans emploi et que vos industries perdent en compétitivité. Mais bien sûr, nous ne faisons jamais cela en Europe, non, car nous voyons toujours les choses d'une manière très à court terme. Je suis sûr que vous avez entendu cette histoire, selon laquelle Kissinger aurait dit un jour qu'il avait parlé avec Zhou Enlai et qu'ils avaient discuté. Eh bien, Kissinger lui aurait demandé « Que pensez-vous de la Révolution française ?» Et Zhou Enlai a dit « Il est trop tôt pour le dire. » Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu un malentendu. Je pense que Zhou Enlai croyait qu'on lui posait une question sur les émeutes de Paris en 1968 et non sur la Révolution française de 1789. Mais vous savez, même si ce n'est pas exact sur le plan factuel, cela exprime une vérité plus profonde. Les Chinois réfléchissent et planifient à long terme. J'ai découvert récemment que la Chine avait commencé à prendre le dessus sur la question des terres rares. Elle a commencé à développer son industrie de raffinage dès les années 1960.
Oui, oui, ils font beaucoup de planification à l'avance. Oui, absolument. Et puis concernant les terres rares, ce que le G7 essaie de faire, et ce que Besson en particulier pousse vraiment, c'est qu'ils doivent mettre en place un système par eux-mêmes, ensemble, je suppose, pour remplacer les terres rares chinoises. Mais ont-ils vraiment réfléchi à tout cela? Il y a tellement de pays impliqués. N'est-ce pas déjà un problème en soi? Parce que si l'un des pays rencontre un problème, tout le système pourrait s'effondrer. C'est un véritable cauchemar de procéder de cette manière, si je peux me permettre de le dire rapidement. Je n'ai jamais entendu parler d'un projet impliquant autant d'acteurs différents qui est réellement abouti. C'est quasiment impossible. Il y aura forcément des disputes, de la concurrence et des querelles sur la direction à prendre. C'est certain que cela arrivera. Ce qu'il faut, c'est une gestion unifiée et centralisée sur le long terme pour un projet soigneusement structuré et planifié. Mais ils ne sont pas capables de faire ça. Je veux dire, ils paniquent simplement maintenant parce que la Chine a cette domination et ils se disent qu'ils doivent faire quelque chose. Comme nous l'avons dit tant de fois, quand on ne sait pas quoi faire, il vaut mieux ne rien faire, tu vois? Mais eux, ils aiment s'agiter. Exactement. Et ils sont très hystériques. Et à travers leur hystérie, malheureusement, le problème avec l'hystérie, c'est qu'elle est très contagieuse et qu'elle en contamine d'autres. On se retrouve avec un immense groupe instable de personnes venues de tous les pays, toutes ensemble, travaillant fébrilement les unes avec les autres pour essayer de développer quelque chose. Et très vite, en moins d'un an, probablement même plus tôt, on commence à voir qu'elles travaillent toutes à des fins contradictoires. Le Japon, d'ailleurs, a essayé il y a environ 15 ans de percer dans les terres rares, et il a fait très peu de progrès depuis. Le Japon pratique un certain degré de planification, bien que moins que la Chine. Et bien sûr, c'est une puissance industrielle de haute technologie, à certains égards plus que les États-Unis. Ils devraient tirer les leçons de cette expérience et comprendre à quel point ce processus est long, lent et progressif. Il convient de rappeler qu'au cours des années 1960, lorsque la Chine a commencé à planifier et à travailler sur les terres rares, c'était encore un pays très pauvre selon les normes occidentales. Oui, mais ils se sont déjà rendus compte que la Chine possède beaucoup de terres rares. Et ils veulent voir s'ils peuvent faire quelque chose, tu vois. Oui, donc ils ont proposé l'idée. Ils avaient la prévoyance et comprenaient à quel point ces choses étaient importantes pour eux. Oui, c'est vrai. Je dirais qu'ils planifient beaucoup à l'avance. Vous savez, c'est la même chose avec l'électricité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. La Chine produit, disons, 1 billion de mégawatts ou quelque chose comme ça, un chiffre complètement fou. Je crois qu'environ un tiers de l'électricité mondiale est maintenant produite en Chine. C'est aussi le résultat d'une planification à long terme. Ils font cela depuis des années en établissant des plans. Oui, et il y a eu des moments où certaines personnes critiquaient même certaines routes, comme « Pourquoi construisez-vous des routes ici? Il n'y a pas de voitures ici. » Eh bien, quelques années plus tard, on voit plus de voitures. Et avant qu'on s'en rende compte, c'est complètement embouteillé. Oui, mais cela s'appelle de la planification. Et la planification n'est pas seulement quelque chose que nous ne maîtrisons pas très bien en Occident. C'est aussi quelque chose envers quoi nous avons désormais une aversion idéologique. Encore une fois, je pense que nos téléspectateurs chinois doivent comprendre que contrairement à ce que beaucoup croient, l'Occident est bien plus idéologique que la Chine. La Chine est très pragmatique dans sa manière de faire les choses. En Occident, nous ne le sommes pas. Je veux dire, l'idée de tout confier au travail spontané de la libre entreprise est pour beaucoup de gens ici presque une croyance religieuse, une croyance contre laquelle il est pratiquement impossible d'argumenter.
Donc vous construisez des routes là où le marché vous le dicte. C'est une question d'offre et de demande. Alors qu'en Chine, ce n'est pas comme ça. Ils disent, eh bien, peut-être que nous n'avons pas aujourd'hui la demande pour des routes à cet endroit, mais dans 30 ans, nous l'aurons peut-être. Alors construisons-les maintenant et développons les infrastructures afin que, lorsque nous atteindrons le moment où nous pourrons développer ce que nous devons y développer, les infrastructures soient prêtes. Ce n'est pas ce que fait l'Occident. Oui, oui. Mark Carney, le Premier ministre canadien, il est actuellement en visite en Chine. Depuis l'affaire Meng Wanzhou, je pense que les deux pays entretiennent des relations assez mauvaises, ce qui est très regrettable, car parmi tous les pays occidentaux, la Chine avait probablement l'une des meilleures relations avec le Canada pendant de nombreuses années. Et avec cet incident, Justin Trudeau a pratiquement détruit cela. Donc je suis content de voir que les relations reprennent, mais quel est ton avis là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, je me souviens, comment s'appelait-il déjà? Patrice Chéreau. Non, c'est pas ça. Le précédent premier ministre libéral, avant, qui sait, peut-être son père. Oui, Pierre Trudeau. Non, il y en avait un autre qui était, enfin, peu importe. Mais le Canada a absolument développé des relations très très bonnes et amicales avec la Chine. Et si l'on parle de Pierre Trudeau dans les années 1970, c'était certainement quelqu'un qui déjà à l'époque voulait entretenir de bonnes relations avec la Chine. C'était l'époque où le Canada menait une politique étrangère indépendante, qui d'ailleurs était très respectée dans le monde entier. Je veux dire, la diplomatie canadienne était autrefois considérée comme remarquable. Les Canadiens en étaient à l'avant-garde, et le Canada comptait parmi les pays les plus appréciés au monde. Aujourd'hui, tout cela a été détruit, réduit en miettes. Mark Carney a une tâche immense pour tenter de tout reconstruire, et il se pourrait qu'il n'y parvienne pas. Non pas parce que les Chinois, à mon avis, refuseraient de tourner la page. Ils le feraient probablement. Mais parce que les forces au Canada qui ont poussé le pays dans ce conflit avec la Chine sont très puissantes. N'est-ce pas? Oui, et il y a même un article, je ne me souviens plus lequel, dans l'un des grands journaux canadiens. Quelqu'un a écrit un texte disant en gros « Bon, les États-Unis sont toujours notre allié et la Chine est toujours notre ennemi » ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on lit la section des commentaires, les gens disent « Non, la Chine n'a jamais prétendu que le Canada faisait partie de la Chine. Les États-Unis, oui, tu sais, Trump l'a fait. » Oui, donc je pense qu'il y a un décalage. Malheureusement, tout cela se mélange maintenant avec le sentiment anti-russe et pro-ukrainien. Les personnes qui défendent cette position au Canada veulent se rapprocher des États-Unis, car elles considèrent que les États-Unis sont nécessaires pour aider l'Ukraine à se battre, et peut-être même à gagner sa guerre contre la Russie. Ainsi, malheureusement, tout cela s'en mêle avec un tas d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec la Chine. D'accord, mais c'est parce qu'ils pensent que la Chine aide la Russie, non? Donc la Chine doit être mauvaise rien que pour cette raison. En partie pour cette raison. Mais c'est plus que cela. C'est parce que l'Amérique aide l'Ukraine, donc nous devons être du côté des Américains contre la Chine. Parce que si nous ne le sommes pas, cela pourrait signifier que les Américains se fâchent contre nous et qu'ils décident peut-être de ne plus autant soutenir l'Ukraine. L'autre chose, c'est que beaucoup de gens en Chine ont prêté attention à l'interview de Trump dans le New York Times. Ce qui était intéressant, c'est que le New York Times lui a demandé « D'accord, quand vous enlevez en quelque sorte le dirigeant d'un autre pays, comme Maduro,
N'est-ce pas un mauvais précédent? N'est-ce pas? Donc la Chine pourrait maintenant faire quelque chose de similaire avec Taïwan. Et bien sûr, la Russie pourrait aussi agir de la même manière. En particulier, à propos de Taïwan, ce qui était intéressant, c'était sa réponse. Il a dit non, 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 ce n'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas une foule de personnes illégales qui se déversent en Chine, ni de drogue qui affluent en Chine. Donc ce n'est pas la même situation. Mais ensuite, il a dit quelque chose comme « Taïwan est très important pour Xi Jinping. Il en est très fier et le considère comme une partie de la Chine. Mais je lui ai dit que je préférerais qu'il ne le prenne pas pendant mon mandat. Peut-être qu'au changement de président, il le fera. J'ai l'impression qu'il a déjà abandonné. Vous savez, la seule chose que Xi Jinping lui a promis, c'est de ne pas le faire pendant son mandat. Eh bien, d'après ma lecture, Xi Jinping n'a fait aucune promesse. Je dois dire que si une telle conversation avait réellement eu lieu, ce dont je doute fortement, mais si c'était le cas, Xi Jinping a dû se dire « Bon, je dois ménager cet idiot parce que c'est une conversation grotesque. S'il vous plaît, reprenez Taïwan, mais ne le faites pas pendant mon mandat. » Franchement, quel genre de déclaration est-ce là de la part du président des États-Unis au président de la Chine? Si une telle conversation s'était vraiment produite, Xi Jinping, qui, soit dit en passant, joue extrêmement bien au poker, il est très doué pour rester calme et posé, a dû se dire « c'est juste insensé ». Je veux dire, c'est tout simplement absurde. Mais tu as tout à fait raison. Il est clair que Donald Trump ne se soucie pas de Taïwan. Ce qui l'intéresse, en fin de compte, c'est Donald Trump. Il sait parfaitement bien que Taïwan finira par rejoindre la Chine en acceptant l'autorité du gouvernement de Pékin, qui est le gouvernement de la Chine. En d'autres termes, en revenant à l'autorité constitutionnelle et à la normalité juridique. Il sait que cela finira par arriver, mais il ne veut pas que cela se produise pendant qu'il est président. Parce qu'il ne veut pas avoir à prendre les décisions difficiles et embarrassantes auxquelles il serait confronté à ce moment-là. Donc, tu as tout à fait raison. Dans ce cas, on a presque l'impression qu'en ce moment, la Chine détient la carte de Taïwan, n'est-ce pas? Parce que la Chine pourrait prendre Taïwan quand elle le voudrait. Lors des derniers exercices, ils avaient des drones juste à l'extérieur du plus haut bâtiment de Taipei. Et la distance était si courte qu'ils pouvaient même voir à travers le bâtiment. La Chine était donc vraiment toute proche. En tout cas, cela semblerait être une humiliation pour Taïwan et pour le président des États-Unis au moment où la Chine agirait ainsi. C'est presque comme si la Chine disait « D'accord, je ne le prends pas maintenant, juste pour être gentil avec toi. Mais si tu mérites vraiment, je le ferai. » Il me semble donc que la Chine dispose désormais d'un levier concernant Taïwan. Tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs ce que Xi Jinping pensera aussi en lui-même. Car du côté de Trump, tu as parlé de reddition, ce qui est vrai, mais c'est en réalité une abdication. C'est une abdication de responsabilité. Il est le président des États-Unis, il doit prendre en compte la position américaine. S'il comprend que cela est inévitable, alors, compte tenu de l'importance de la relation entre la Chine et les États-Unis, il devrait avoir une conversation honnête avec les Américains à ce sujet. Et il devrait parler à Xi Jinping, avoir une discussion véritable, une qui pourrait réellement être très bénéfique. Vous iriez voir Xi Jinping et vous lui diriez « Écoutez, je comprends parfaitement. Taïwan fait partie de la Chine. Un jour, elle devra revenir sous votre contrôle. Je considère donc que ma tâche consiste à faciliter ce processus afin qu'il puisse se dérouler de manière appropriée, légale et ordonnée. Sans conflit, d'ailleurs, car ce serait un conflit entre Chinois, soit dit en passant, et sans provoquer un affrontement plus large entre mon pays, les États-Unis, et la Chine. Si Trump disait cela à Xi Jinping,
Xi Jinping se dirait « Voilà un dirigeant avec lequel je peux travailler ». Alors, comme je l'ai dit, nous aurions une conversation complètement différente. Mais le genre de conversation que Trump prétend avoir eue avec Xi Jinping, comme je l'ai dit, a quelque chose de délirant. Oui, oui. Parlons un peu de l'Iran, de la situation iranienne. Tout d'abord, je dois dire que j'ai l'impression que les reportages occidentaux à ce sujet sont très malhonnêtes. On nous montre les manifestations en Iran, mais en réalité, il n'y a pas du tout autant de monde qu'ils le prétendent, et il y en a de moins en moins. Ensuite, ils doivent recycler des images. Ils utilisent d'anciennes manifestations pour faire croire que cela vient juste de se produire. Franchement, c'est tellement mauvais. Tu vois, ils essayent de faire croire que c'est plus important que ça ne l'est vraiment. N'est-ce pas? Sophia, tu as tout à fait raison. J'ai vu cela se produire encore et encore, et tu as entièrement raison. Je veux dire, il y a une énorme quantité de propagande d'atrocités qui circule, de la pure désinformation, comme tu le dis justement, des histoires recyclées, certaines datant de plusieurs années, et cela donne une image complètement déformée. Cela m'a beaucoup rappelé ce qui s'est passé à Pékin en 1989. Là encore, nous avions toutes ces histoires extraordinaires, une répression massive, une violence incroyable, des dizaines de milliers de morts. Rien de tout cela n'était vrai. Absolument rien de tout cela n'était vrai, comme l'admet aujourd'hui l'opinion académique en Occident. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens, surtout en Chine, ignorent probablement et que vous ne verrez jamais mentionner aujourd'hui. Mais j'étais là, bien sûr. J'écoutais tout, je regardais les émissions, je lisais les journaux pendant toute une semaine. Pendant une semaine entière après que les autorités eurent évacué la place, nous avons eu chaque jour, chaque nuit, heure après heure, des récits dans les médias décrivant des combats entre différentes unités de l'armée chinoise censées s'affronter à Pékin. Cela a duré environ 7 jours. C'était du pur non-sens. Je me souviens que mon frère et moi échangions des messages à ce sujet à l'époque. Tu te souviens, à l'époque, Internet n'existait pas encore. Mais nous nous appelions pour dire « Tout cela n'a aucun sens. Comment les gens peuvent-ils croire à une telle absurdité ?» Et puis, soudain, au bout d'environ 7 jours, toute l'affaire, quand on a compris que ces tentatives de provoquer un conflit à l'intérieur de la Chine ne fonctionnaient pas, a été complètement arrêtée. Je veux dire totalement arrêtée. Et on n'en a plus jamais reparlé. Et tu veux un autre exemple? Les récentes émeutes, c'est ainsi que je les appelle, à Hong Kong. C'est exactement la même chose. Toute la population de Hong Kong censée se soulever contre la Chine. Les manifestants pacifiques qui, comme nous le savons tous les deux, n'étaient pas du tout pacifiques. Les autorités prétendument brutales et répressives, alors qu'en réalité, elles ont fait preuve d'une retenue remarquable. C'est exactement la même histoire à propos de l'Iran, et cela donne une image complètement faussée de la situation réelle là-bas. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils sont très habiles pour faire ce genre de choses. Voici un exemple simple. Un jour, on a découvert un camion quelque part en Grande-Bretagne et il y avait 40 personnes à l'intérieur qui sont mortes parce qu'il n'y avait ni fenêtre ni ventilation. Ces personnes, je suppose, fuyaient quelque part. Au tout début, on a rapporté qu'il s'agissait de Chinois fuyant la Chine, blablabla. Il s'est avéré qu'ils étaient vietnamiens et qu'ils utilisaient de faux passeports chinois. Voilà ce qui s'est passé. Mais toute cette histoire, au début, était partout. C'était la première chose dont on parlait le matin. Je conduisais ma voiture et c'était toujours à la radio. On parlait de ces citoyens chinois, etc. Au moment où ils ont découvert qu'ils étaient vietnamiens, j'en ai plus entendu parler. Ils ont simplement arrêté d'en parler. Non, tu as tout à fait raison.
Je me souviens très bien de cette histoire. Et d'ailleurs, ce que tu as dit à propos de cet incident et de la façon dont les médias l'ont étouffé, il y a eu des gens en Grande-Bretagne qui l'ont remarqué à l'époque et qui ont commenté. Mais tu as tout à fait raison. Ils sont très habiles dans ce genre de choses. Ils le font tout le temps. C'était une affaire terrible, vraiment terrible, mais tout a été manipulé et déformé pour nourrir un récit complètement faux destiné à nuire à la Chine. Oui. Mais en ce qui concerne la question de Hong Kong, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, c'en était fini. Tu sais, j'ai toujours eu des soupçons à propos de l'Occident, et pour moi, ce fut le déclic. Voilà, c'était terminé. Ça ne pouvait tout simplement pas fonctionner. C'était trop. C'est alors que j'ai commencé à prêter attention aux réseaux sociaux, aux médias indépendants. J'ai pratiquement cessé de faire confiance aux médias traditionnels. Et je pense que beaucoup de gens ont fait la même chose à cette époque. C'était en 2019. Puis petit à petit, les gens ont commencé à s'y mettre eux-mêmes. Donc après quelques années, j'ai commencé à le faire moi aussi, surtout parce que tout avait commencé en 2019. C'est à ce moment-là que j'ai même commencé à m'intéresser à la géopolitique, parce qu'il y avait tellement de mensonges. C'était du genre, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Tu vois, c'était tellement... Oui, absolument. Mais tu as tout à fait raison. Ils sont très compétents dans ce domaine. Ils ont beaucoup d'expérience et bien sûr, ils savent exactement ce qu'ils font. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui se trompent ou qui commettent des erreurs. Ce sont de véritables campagnes de déstabilisation. Tu as pu le voir à Hong Kong. Et d'ailleurs, une autre chose que font toujours les Britanniques, c'est que chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'ils en parlent à propos de Hong Kong, ils ressortent cette histoire complètement fausse, selon laquelle la Chine violerait les promesses faites à la Grande-Bretagne lors du retour de Hong Kong à la Chine. Je veux dire, encore une fois, ils ne précisent jamais quelles étaient ces promesses. Oui, ils ne te fourniront jamais le texte d'un quelconque accord signé à cette époque. Je veux dire, attends-toi à ce que cela se reproduise à l'avenir. Ils ne le font jamais. Mais toujours, comme la nuit suit le jour, ils le diront et le répéteront dans leur critique de la Chine. Comment pouvons-nous faire confiance à la Chine? Elle n'a pas tenu ses promesses concernant Hong Kong. Comme je l'ai dit, la nature même de ces promesses reste toujours vague. Oui, mais la réalité, telle que je la comprends, c'est qu'en Iran, oui, il y a des gens mécontents, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui manifestaient en soutien au gouvernement. Bien sûr, on n'en parle jamais. Et l'autre chose intéressante, c'est que Starlink est maintenant brouillé en Iran. Apparemment, ils n'étaient pas préparés à cela. Les Européens et les Américains sont choqués que Starlink puisse même être brouillé. Je trouve cela vraiment intéressant. Penses-tu qu'ils vont quand même continuer à essayer de faire la guerre à l'Iran? D'accord. Eh bien, tout d'abord, le brouillage de Starlink a été un choc profond pour eux. Je veux dire, je vais être assez cynique ici. Enfin, pas cynique, mais réaliste. Je sais que c'est vrai. Ces manifestations ont été, dans une large mesure, organisées depuis l'extérieur, à Washington, à Jérusalem, à Londres. Ils savaient que les autorités iraniennes essaieraient de contrôler Internet, car tout le monde fait cela de nos jours. Alors, ils ont tenté de contourner cela en faisant passer clandestinement un grand nombre de terminaux Starlink. Et ils croyaient que Starlink était impossible à brouiller. Il s'est avéré que non. Et il y a maintenant beaucoup de discussions sur la question de savoir qui a fourni à l'Iran cette capacité. Forbes a dit que c'était les Russes. J'ai reçu un email de quelqu'un que je connais qui est très bien informé sur ces sujets et il m'a dit qu'en réalité,
c'était les Chinois. Les Chinois et les Russes ont tous deux développé cette technologie, cette compétence, indépendamment l'un de l'autre. Mais ce sont les Chinois qui ont aidé les Iraniens dans ce cas précis. Je ne sais pas lequel des deux c'était, pour être honnête, mais cela a été un choc majeur. Et si l'on sait comment suivre les déclarations des dirigeants occidentaux, surtout Trump d'ailleurs, et qu'on prête attention à leurs propos, on peut voir le genre de commentaires qu'Elon Musk a fait. On pouvait percevoir leur choc et leur consternation. Je veux dire, c'était censé être un interrupteur d'urgence qu'ils pouvaient actionner. Et tu sais, ils sont simplement incrédules qu'on le leur ait retiré. Maintenant, pour répondre à ta question, je crains d'être absolument certain qu'il y aura une attaque contre l'Iran. Peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais tôt ou tard cette année, l'attaque aura lieu. C'est devenu absolument clair pour moi depuis juin, lorsqu'il y a eu cette guerre de 12 jours entre Israël, les États-Unis et l'Iran, que l'objectif des puissances occidentales, les Américains, est de renverser le gouvernement iranien. Ils n'ont pas réussi à le faire en juin. Ils ont échoué avec ce mouvement de protestation. Tôt ou tard, ils essaieront de nouveau. C'est intéressant, ce type, je n'avais jamais entendu parler avant, mais apparemment, Reza Pahlavi, le fils du Shah, n'est-ce pas? Il l'appelle le prince héritier. Donc c'est le prince héritier. Bref, il a écrit un article dans le Washington Post disant que l'Iran est prêt pour une transition démocratique. Ça me donne l'impression qu'il sera leur homme. Ils vont le réinstaller. Il n'est jamais allé en Iran. Oui. Eh bien, non seulement il n'est jamais allé en Iran. Si vous savez quoi que ce soit sur l'Iran, ce qui est mon cas d'ailleurs, vous saurez que les Grecs et les Iraniens se connaissent très bien. Nous ne sommes pas très éloignés et nous partageons une longue histoire commune qui nous rapproche. Nous avons été très étroitement liés. Je me souviens très bien du Shah, par exemple. Quoi qu'il en soit, quiconque connaît un tant soit peu l'Iran d'aujourd'hui saurait à quel point l'idée de ramener cette personne et d'en refaire le roi d'Iran est totalement absurde. Je veux dire, seuls les Américains et les Britanniques seraient assez naïfs pour imaginer une chose pareille. Il l'appelle le prince héritier. Je trouve cela fascinant. Oui, la Turquie est également très désireuse de rejoindre cette alliance entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Il semble essayer de mettre sur pied une sorte d'OTAN islamique. Quel est votre avis là-dessus? Pourquoi la Turquie est-elle si impatiente de le faire? D'accord. Eh bien, la raison est probablement qu'il existe une certaine rivalité avec l'Arabie saoudite et que la Turquie ne souhaite pas voir se former un axe Pakistan-Arabie saoudite parmi les États arabes et musulmans. Je veux dire, historiquement, la Turquie s'est vue comme le leader de l'islam sunnite. L'Arabie saoudite se considère elle aussi comme le leader incontesté de l'islam sunnite. Le Pakistan est le plus grand pays musulman. Je pense qu'il est encore plus grand que l'Indonésie. Et bien sûr, il possède l'arme nucléaire. Donc c'est un pays grand et puissant. On ne veut donc pas que les Saoudiens et les Pakistanais forment potentiellement un bloc contre la Turquie. Je pense que c'est probablement de cela qu'il s'agit. Cela dit, c'est quelque chose qu'il faut saluer à mon avis, car je ne pense pas qu'il s'agisse d'une OTAN islamique. C'est plutôt une structure qui serait en concurrence avec les structures de sécurité que les États-Unis eux-mêmes ont mises en place. Historiquement, l'Arabie saoudite a toujours été une alliée très très proche des États-Unis. En fait, pas seulement une alliée, mais parfois bien plus qu'une alliée. Cependant, le fait que l'Arabie saoudite s'aligne sur la Turquie et le Pakistan la place dans une position plus forte vis-à-vis des Américains. Et bien sûr, le Pakistan entretient des relations très étroites avec la Chine. Il est d'ailleurs inconcevable que le Pakistan rejoigne un jour une alliance anti-chinoise.
Si vous connaissez un tant soit peu le Pakistan, si vous avez eu des relations ou des contacts avec des Pakistanais, vous savez à quel point cela serait impossible. Oui, je connais quelques Pakistanais. Ils sont très, très proches des Chinois. Absolument. À propos du Groenland, ce qui m'intéresse, c'est que Trump semblait en être le fer de lance et voulait vraiment le faire. Mais il me semble qu'il y a de plus en plus de voix aux États-Unis qui remettent toute cette affaire en question. Sullivan, par exemple, a très clairement dit que les excuses ou les raisons de Trump pour vouloir le Groenland, comme les bases militaires, les ressources naturelles, les terres rares, et ainsi de suite. Tout cela, nous pouvons déjà le faire maintenant. Nous n'avons pas besoin de prendre le Groenland pour ça. Il est donc très opposé à cette idée. Vous savez, Sullivan fait probablement partie des plus intelligents, je dirais. Il voit les choses un peu mieux que des gens comme Trump, et même probablement mieux que Biden à bien des égards. Et il n'est pas le seul. Il y a des membres du Congrès, y compris certains républicains, qui expriment leurs inquiétudes à propos de toute cette affaire. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'ils ont tout à fait raison, moi aussi. Et je pense que c'est encore un plan insensé. Mais j'ai bien peur que Trump y soit absolument déterminé. Si j'étais un joueur, ce que je ne suis pas, je parierais qu'il s'emparera du Groenland cette année. Et laissez-moi ajouter une chose. Si les Danois proposaient de le vendre à Trump, je pense qu'il n'en serait pas très heureux. Il a en lui une impulsion qui le pousse à simplement le prendre, et je ne serais pas surpris que ce soit ce qu'il fasse. Il n'aime pas les Européens. Il n'aime absolument pas les Danois, pour toutes sortes de raisons, probablement dans sa propre tête. Il s'est mis en tête que le Groenland est un endroit d'une importance énorme qui assurerait sa postérité s'il le rattachait aux États-Unis. Il n'a donné aucune raison cohérente pour laquelle les États-Unis auraient besoin du Groenland. Les terres rares qui s'y trouvent ne sont probablement pas présentes en quantité comparable à ce qu'il imagine. C'est bien plus limité qu'il ne le croit. Certains disent qu'il regarde les mauvaises cartes. Vous savez, celles qui font paraître le Groenland immense et l'Amérique du Sud minuscule, alors qu'en réalité, le Groenland n'en représente qu'une fraction. Bref, ce n'est pas du tout aussi grand qu'il le pense. Cela ne placera pas les États-Unis dans une position dominante dans l'Arctique. Les États-Unis sont déjà présents dans l'Arctique, puisqu'ils y ont une frontière via l'Alaska. Cela ne renforcera ni n'améliorera la position de l'Amérique d'aucune manière. Les habitants du Groenland ne veulent pas devenir une partie des États-Unis. Ce serait un acte d'une brutalité extraordinaire envers le Danemark, un pays qui a été un allié extrêmement fidèle des États-Unis, et bien sûr un allié de l'OTAN. Mais je pense qu'il veut le faire. Je pense que si la situation au Venezuela tourne mal et que l'Iran semble difficile, il se tournera probablement vers le Groenland plus tôt. J'ai entendu dire qu'il voulait que ce soit fait avant le 4 juillet. D'accord. Utilisez ça comme quelque chose à célébrer le 4 juillet. Absolument, absolument. Mais de manière réaliste, je pense que s'il veut faire cela, il devra probablement le faire avant les élections de mi-mandat, car après les élections, beaucoup de choses peuvent se produire. Absolument. Les démocrates, lui-même le dit, les démocrates, s'ils prenaient le contrôle de la majorité à la fois à la Chambre et au Sénat, ils pourraient le destituer à nouveau. Donc, oui. Mais cette fois, je pense qu'ils ont probablement des raisons valables de le destituer. Les fois précédentes, je pensais que c'était simplement un jeu partisan. Mais cette fois, il a vraiment beaucoup de problèmes que l'on pourrait qualifier de motifs de destitution. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, je pense qu'il a fait beaucoup de choses. L'abus du ministère de la Justice,
Le pouvoir de poursuite dont nous parlions en est un exemple. L'enlèvement de Maduro en est un autre. Et il y a toutes sortes de choses auxquelles il s'est livré. D'accord, la Russie et l'Ukraine. Récemment, il y a eu des bombardements assez intenses, non? Les Russes frappent l'Ukraine. Et je viens de voir que Lavrov a déclaré que les discussions actuelles sur un cessez-le-feu ne sont pas très sérieuses. Donc, tout revient maintenant au champ de bataille. En gros, oui. Le problème fondamental, c'est que les Américains ne sont pas prêts à faire les concessions nécessaires aux Russes pour mettre fin à la guerre. Ils ne sont pas disposés à répondre aux principales préoccupations de sécurité de la Russie, l'expansion de l'OTAN, la question de l'Ukraine et de son avenir, que les Russes considèrent comme absolument prioritaires. Les Européens, eux, continuent de voir la guerre en Ukraine comme essentielle pour maintenir l'implication des Américains en Europe et pour contenir la Russie. Le fait que les Russes ne menacent aucun autre pays européen en dehors de l'Ukraine et qu'ils aient clairement indiqué ne pas avoir l'intention d'en menacer d'autres, alors que les Américains interviennent et s'emparent du Groenland, n'a en rien modifié l'obsession des Européens pour la Russie, ni leur volonté de garder les Américains engagés dans la défense de l'Europe. Et les Ukrainiens eux-mêmes semblent apparemment incapables d'avancer dans les négociations. Vous savez, au fil de cette émission, celle que nous venons de faire, je me demande si ce n'est pas le moment pour le représentant du gouvernement chinois, le diplomate. Comment s'appelait-il déjà, l'envoyé pour la paix? Oui, voilà. Peut-être que c'est le moment pour lui d'aller à Kiev et de leur dire « Eh bien, regardez la situation dans laquelle vous êtes. Les Américains ne vous aident pas, les Européens ne peuvent pas vous aider. Les Russes vous écrasent, votre armée se désagrège. Vous avez encore un peu de temps, mais ce temps se réduit. Nous sommes là. Nous voulons vous aider. Écoutez-nous enfin, et nous vous aiderons. Nous vous aiderons à conclure un accord avec les Russes. » Je veux dire, cela pourrait réellement fonctionner. Cela agacerait énormément les Américains. Je veux dire, Trump serait furieux d'avoir perdu toute chance d'obtenir son prix Nobel. Mais si votre véritable préoccupation est la paix en Ukraine, alors c'est peut-être la seule voie possible. Ouais, je ne sais pas. Je ne pense pas que l'Ukraine veuille écouter la Chine. J'ai toujours ce sentiment. Ouais. En un moment donné, ils ont été grossiers à propos de la Chine, d'une manière que j'ai trouvée profondément bouleversante. Oui, en fait, je pense qu'ils ont complètement mal compris la Chine. Parce que la Chine, enfin, le peuple chinois et le gouvernement, éprouvent beaucoup de sympathie pour l'Ukraine. Vous savez, après l'effondrement de l'Union soviétique, de nombreux ingénieurs ukrainiens ont beaucoup aidé la Chine. Les gens en Chine s'en souviennent, n'est-ce pas? Comme ils se souviennent avec affection de ce que la Grèce a fait lorsque la Chine a obtenu son premier porte-avions, ce genre de choses. Les gens en parlent souvent. Mais je ne pense pas que l'Ukraine se dise simplement « D'accord, vous êtes du côté de la Russie ». Ce n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de gens en Chine qui ne veulent pas voir l'Ukraine continuer à souffrir. Je ne pense pas qu'ils comprennent cela. Et à propos de Trump, pourquoi, selon vous, est-il tellement obsédé par ce prix Nobel de la paix? Est-ce à cause de sa rivalité avec Obama? C'est tout? Je pense que c'est uniquement cela, en réalité. C'est la question précise du prix Nobel. Il a une attitude extrêmement rivale envers Obama. Souviens-toi, lors de la première investiture, il essayait de faire croire que la foule venue l'acclamer était plus nombreuse que celle d'Obama. Il est obsédé par ça. Et cela le rabaisse. Je veux dire, cela le rend finalement ridicule. Mais je pense que c'est vraiment tout. C'est tellement puéril, vraiment enfantin, tu sais, la façon dont il se comporte parfois, oui.
Eh bien, vous savez, encore une fois, j'ai vu Trump avec Xi Jinping en Corée du Sud. Je crois que c'était en décembre. Était-ce décembre ou novembre? Probablement novembre. Novembre. Et oui, il avait l'air enfantin. Xi Jinping ressemblait à un adulte patient qui essaie de rester calme face à un enfant stupide. Il y a quelque chose de très enfantin chez Trump. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il est très enfantin, très immature à bien des égards, mais qu'il détient beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? Y compris de nombreuses armes nucléaires. Et je trouve que ça rend la situation très inquiétante. Absolument. Il est impulsif, il est instable, il réagit de manière enfantine et il fait des crises de colère, comme un enfant gâté qui casse les meubles. Ouais. Voyons ce qui se passera la semaine prochaine. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour maintenant. Bien sûr, bien sûr. Quoi qu'on en dise, nous vivons vraiment une époque intéressante. Très bien, alors parlons-en la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.